Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 15 mars 2026 et notre cher ami Stanislav est avec nous. Bienvenue Stanislav. Merci. Oui, exactement. Commençons par ce qui s'est passé sur l'île de Hark. Il l'appelle Hark, mais c'est Hark avec un K à la fin en persan. D'accord, c'est Hark. Oui, c'est l'île de Hark. Alors, quelle est ta compréhension de l'attaque? Parce que les États-Unis ont, d'une certaine manière, essayé de dire que, tu sais, ils avaient attaqué l'île avec des avions de chasse. Plus tard, nous avons appris du ministre iranien des Affaires étrangères que l'attaque avait été menée avec des HIMARS depuis les Émirats arabes unis. Et voici ce que le ministre iranien des Affaires étrangères nous a dit. Nam. La nuit dernière, ils ont attaqué l'île de Kark et l'île d'Abu Moussa avec, vous savez, le système de roquettes d'artillerie, le HIMARS, comme ils l'appellent, qui est une roquette à courte portée, et ils l'ont fait depuis le territoire de nos voisins. Il est parfaitement clair qu'ils utilisent désormais le territoire de nos voisins pour nous attaquer avec ce type de roquette. Et c'est absolument inacceptable. Quel voisin, monsieur? Eh bien, ces attaques de la nuit dernière ont été suivies par nos forces et il est maintenant clair qu'elles ont été tirées depuis les Émirats arabes unis, depuis 2 endroits, l'un à Ras Al Khaimah et l'autre très près de la ville de Dubaï. Il est très dangereux qu'ils utilisent des zones fortement peuplées pour lancer des roquettes contre nous. Oui, eh bien, qu'est-ce qui est si important? Il a mentionné 2 endroits, Ras Al Khaimah, et l'autre était un lieu proche de Dubaï, une zone très peuplée. Quel était l'objectif principal de l'attaque sur l'île? Et pourquoi ont-ils décidé de la lancer depuis les Émirats arabes unis, à partir de ces lieux précis? Honnêtement, tu sais, je l'ai vu sur une carte, il y a bien une île là, mais je ne l'ai jamais vraiment examiné de près. Donc pour commencer, je vais devoir regarder de plus près la partie touristique, parce que j'ai lu et écouté d'autres personnes la décrire. Apparemment, il y a là un très ancien monastère chrétien. Il y a des catacombes et il y avait autrefois quelques villes. Donc apparemment, d'un point de vue historique, c'était un lieu très ancien. Je crois que c'est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et le monastère est toujours actif, donc il est plein de monde. Je crois que c'est un monastère de femmes. Donc ce n'est pas juste une petite île perdue au milieu de nulle part. Parce que tout ce dont on parle, c'est qu'elle possède une station de ravitaillement en carburant. C'est là que les ravitailleurs, les camions-citernes, arrivent et que tu pompes le pétrole dedans. Je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à m'exprimer en ce moment. Une gorgée de café et on recommence. C'est une station de ravitaillement en pétrole. Normalement, dans ces endroits, il y a toute une série d'infrastructures qui, par exemple, nettoient le pétrole. J'étais autrefois consultant sur ce type de site, un consultant en pétrole et gaz. Donc je sais comment ça fonctionne. Il y a une station qui nettoie le pétrole, car lorsqu'on l'extrait du sol, il est plein de contaminants. Sable, produits chimiques, minéraux, toutes sortes de choses, tout ce qui sort du sol. Il faut tout filtrer, tout purifier. Parfois, on trouve même des animaux morts là-dedans. Étonnamment, ils parviennent d'une manière ou d'une autre à s'y retrouver. Les choses qu'on a retrouvées dans les pipelines, comment diable cet écureuil a-t-il pu entrer là-dedans? Tout le monde se demande comment il a bien pu y arriver. Alors on nettoie tout ça. Et puis, dans les versions plus modernes, juste un peu au large, il y a un énorme robinet. Ça ressemble littéralement à un robinet géant.
le pétrolier vient se placer en dessous et il commence à se remplir selon la configuration. Qu'il s'agisse d'un grand réservoir ou de plusieurs réservoirs dans ce pétrolier. Il se remplit de pétrole, puis il repart, et le suivant arrive, et ainsi de suite. De cette façon, ils n'ont pas besoin de s'approcher réellement du port ou du rivage. Voilà l'infrastructure sur place. Maintenant, il y a une usine de dessalement là-bas qui a été touchée. Et il y aurait apparemment 30 villages. Je ne sais pas comment ils ont pu faire tenir 30 villages, probablement de très très petits points d'habitation sur cette île pour les gens qui y vivent. Ils dépendaient de cela pour l'eau douce. Et puis, il y a le site, ainsi que quelques sites militaires situés autour pour le protéger. Eh bien, les États-Unis auraient apparemment fait exploser la base militaire. Et pendant que les Takem tiraient, j'ai vu des vidéos d'eux tirant quelque part près de Dubaï. Ils ne tirent pas depuis l'intérieur de la ville. Ils sont dans un environnement désertique, juste à l'extérieur de la ville. Et si vous êtes déjà allé à Dubaï, vous savez que la ville se termine très vite. On arrive simplement à sa limite, et ensuite, il y a une dune de sable. Donc, ils tirent depuis quelque part près de la côte. Mais je doute qu'il ne s'agisse que de missiles ATACMS, car chaque HIMARS ne transporte qu'un seul missile ATACMS. Le MRRS peut en transporter 2. Donc tu vois, il ne pourrait pas y avoir, il faut que ce soit un tir prolongé, feu, parce qu'il n'y a que quelques HIMARS qui sont des véhicules à roues. Il faut revenir pour recharger. Je veux dire, c'est un gros missile, assez lourd, donc il faut une grue pour le recharger ou changer le bloc. En général, c'est juste une boîte de lancement dans laquelle ils placent les missiles. Elle tire, puis on la retire, on en met une autre, on repart et on tire à nouveau. Donc encore une fois, c'est assez lourd, donc ce serait lent. Il est plus probable qu'ils aient fait les deux. Ils ont effectué des tirs à distance depuis des chasseurs. À distance signifie qu'ils ne vont pas s'approcher trop près de l'espace aérien iranien, parce qu'ils ne veulent pas se faire abattre par des systèmes anti-aériens qui, soi-disant, n'existent plus, mais qui continuent de tirer. Je ne sais pas comment ils font ça. C'est comme si le fantôme des équipes anti-aériennes continuait de tirer. Parce que si l'on en croit Trump, l'Iran s'est rendu, je crois, 3 fois déjà. Il s'est rendu aux Arabes, s'est rendu aux Américains. Enfin, il vient encore de dire qu'il s'est rendu. Je ne pense pas que quelqu'un ait prévenu les Iraniens qu'ils s'étaient rendus. Ils ne semblent pas comprendre qu'ils se sont déjà rendus. Ils continuent de tirer, comme s'ils ne comprenaient pas le message de Trump disant que tout a été détruit, qu'il ne reste plus rien. Mais ils continuent de tirer. Trump d'ailleurs l'a déjà dit. Je ne comprends pas pourquoi ils ne se sont pas rendus, ni pourquoi ils n'ont pas abandonné. Ah d'accord. Voilà littéralement la stupidité à laquelle nous avons affaire. Eh bien, ils ont détruit les sites militaires, mais ils n'ont pas touché au pétrole. Et Trump a dit, dans cet élan mégalomane, « Je n'ai pas touché au pétrole, parce que vous savez, les installations pétrolières. » Mais je pourrais faire ça. Vous savez, si vous ne vous rendez pas, je ferai ça. Mais les Iraniens ont dit, d'accord, faites-le. Nous, on détruira toutes les installations pétrolières des autres, tout le long de la côte du Golfe. Et après, que ferez-vous? Et ils en seraient capables. Je ne sais pas comment, puisque tout a été détruit, mais apparemment, ils ont encore, d'une manière ou d'une autre, le fantôme de leur système de missiles balistiques qui continue de tirer. D'accord, ça continue de tomber, parce que, vous savez, encore une fois, si vous écoutez Trump, il ne reste plus rien en Iran. Mais il continue de tirer. Alors, qui croyez-vous, vos yeux, quand vous voyez les missiles s'envoler, ou Trump? Bien sûr, vous croyez Trump. Donc, ils ne l'ont pas détruit, parce que si l'Iran détruit tout de l'autre côté,
Et d'ailleurs, apparemment, certains tirs viendraient aussi de Bahreïn. La grande question est de savoir si le roi de Bahreïn est encore là. Il y a des rumeurs selon lesquelles il aurait fui avec sa famille, parce que Bahreïn est en train de partir en fumée à cause de la révolte chiite. Donc oui, si ça s'effondre, le pétrole atteindra 200 à coup sûr. À ce moment-là, tout le monde, même le plus idiot, comprendra qu'on peut rouvrir le détroit demain, mais qu'il n'y aura tout simplement plus de pétrole. En l'état, même si vous ouvrez les détroits demain, il y aura encore des problèmes pour faire sortir le pétrole. Du pétrole frais. Beaucoup de pétroliers ont été détruits ou endommagés et certains bloquent le passage. Il faut les draguer et tout cela devient un gros problème. Mais oui, pour l'instant, c'est la situation sur cette île. Est-ce le seul moyen pour l'Iran d'exporter son pétrole? Non. L'Iran dispose en réalité d'environ 5 ports d'où il peut exporter du pétrole. Celui-ci est simplement le plus important. Donc s'il est détruit, c'est un problème pour l'Iran, bien sûr. Un coup porté à son économie. De toute façon, il ne sort pas tant de pétrole que ça. Vous avez du pétrole iranien en ce moment à cause de tout cela. Une partie, oui, ce qui, soit dit en passant, énerve les Américains parce qu'un peu de pétrole iranien passe encore par là. Incroyablement, ils ont laissé sortir leur propre pétrole à travers leur propre blocus. Je sais, comment est-ce possible? Mais ce serait un coup dur. Oui, un vrai coup dur. Mais le truc avec les Américains, c'est qu'il faut comprendre pourquoi ils ont dit aux Israéliens de ne surtout pas frapper les infrastructures pétrolières. Ils veulent ces infrastructures. Tu vois, au cas où il y aurait des armes nucléaires en dessous. C'est pour ça, pas d'autre raison. Oui, la raison américaine de cette guerre évolue à une vitesse incroyable. Si tu écoutes depuis le premier jour jusqu'à n'importe quel autre, tu n'y comprendras jamais vraiment rien. Chaque jour, il y a une nouvelle raison pour laquelle nous avons commencé cette guerre avec l'Iran. C'est incroyable d'écouter cette mutation, car ils ne savent pas comment vendre cette guerre. Ils n'y arrivent pas. Il n'y a aucun soutien populaire, même dès le premier jour, alors qu'en général, les gens se rassemblent autour du drapeau en Amérique, il n'y a eu aucun soutien populaire pour cette guerre. La population y est opposée depuis le début, donc le récit ne cesse de changer. Mais on peut voir qu'ils veulent l'infrastructure pétrolière. Ils veulent au moins la contrôler. C'est pourquoi ils ne veulent pas la détruire. Et il y a la menace que l'Iran frappe tout le long de la côte, détruisant une grande partie de l'infrastructure pétrolière appartenant aux Américains. Sas, d'après ce que nous avons appris des médias iraniens, il semble qu'environ 60% des réserves de pétrole de cette île aient été évacuées d'une manière ou d'une autre. Elles ont été déplacées avant le début de la guerre. 60%. Et depuis le début du conflit, ils exportent du pétrole depuis cette île. Je ne sais pas combien il leur en reste encore là-bas. C'est quelque chose dont je doute vraiment. Ce qu'il reste dans ces pétroliers sur l'île. Et d'un autre côté, tu as mentionné les attaques. L'un des principaux arguments de ces États arabes est qu'ils ne font pas partie de la guerre, qu'ils n'y participent pas. Mais l'Iran a récemment attaqué ses avions ravitailleurs, des avions de ravitaillement en carburant, en Arabie Saoudite par exemple. Lors d'une attaque, ils ont touché 5 de ces avions. Ouais. Y a-t-il un moyen de dire que ces pays n'ont pas encore pris part à la guerre? Parce que d'après ce que nous avons vu, les attaques venant de ces pays, les renseignements provenant d'eux, ils font partie de la guerre. Comment peut-on prétendre le contraire? Avant de venir en direct, je regardais Farid Zakaria sur CNN. Il a dit que la décision la plus stupide de la part des Iraniens avait été d'attaquer les États arabes. Comment peut-on avancer un tel argument? Que l'attaque est stupide.
Alors que l'Iran connaît le niveau de renseignement, les attaques et la manière dont ces pays ont été utilisés jusqu'à présent pour attaquer l'Iran. Tout d'abord, la plupart des cibles des attaques iraniennes n'étaient pas ces pays eux-mêmes, mais les bases américaines qui s'y trouvaient. Une grande partie des projectiles entrants a été abattue au-dessus de ces villes par les Américains dans les premiers jours. Donc vous savez, il y a cette chose incroyable qu'on appelle la physique et la gravité. Ce qui monte redescend, même si cela redescend en de nombreux petits morceaux. Et quand on détruit quelque chose en plein air au-dessus d'une ville, étonnamment, cela retombe sur cette ville. Donc forcément, il y aura des dégâts. Voilà pour le premier point. Deuxièmement, l'armée américaine n'a pas vraiment évacué les troupes comme elle l'avait annoncé. En théorie, on serait passé de 56 000 à 26 000 soldats. Donc, quelque part, environ 30 000 militaires américains ont disparu. Mais en réalité, beaucoup d'entre eux ont simplement disparu dans les hôtels. En fait, ils publiaient des vidéos montrant les bases touchées depuis les hôtels. L'un d'eux paniquait, faisait tourner sa caméra dans tous les sens, et on pouvait voir une chambre vraiment luxueuse. C'est un peu comme, oui, ça ne ressemble pas à quelque chose que l'armée obtient. Ils n'ont pas de mauvaises conditions de logement en général, surtout là-bas, mais ils n'ont pas de chambre d'hôtel de luxe. Donc ces gars-là étaient logés dans des hôtels pour rester en dehors de la base. Dans certaines de ces zones, dans certains de ces hôtels, ils rassemblaient du personnel militaire. Et les Iraniens frappaient ces hôtels pour atteindre ces personnels. En gros, tu transformes un hôtel en base, tu le loues et tu le transformes en caserne ou en poste de commandement. Et voilà. Certains de ces gouvernements, vous savez, utilisaient la ruse. Par exemple, les Saoudiens affirmaient que leur espace aérien était neutre. Mais en réalité, ils autorisaient les avions de chasse américains, des chasseurs bombardiers, F-35, F-18, à le traverser. Et cela s'est su lorsqu'un appareil, volontairement ou par accident, n'a pas éteint son transpondeur, et tout le trajet de vol a été enregistré dans le monde entier. C'était donc un moment de « oups ». Mais les Saoudiens, pour la plupart, d'après des sources très très fiables, ont dit aux Américains là-bas d'aller se faire voir. Ils ne comptent pas s'impliquer dans cette guerre. En fait, on a vu Lindsey Graham, désolé, j'ai failli dire Nancy Graham, gesticuler et hurler contre les Saoudiens en criant quelque chose comme « Oui, pourquoi est-ce qu'on vous protège ?» Mais vous ne les protégez pas. C'est tout le fichu problème. Pourquoi est-ce qu'on vous protège, vous? Il faut y aller maintenant, il faut se battre, bla, 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 bla. Le sempiternel Lindsey Graham, je plane et je touche le jackpot à chaque tir de missile. Donc vous voyez, à ce moment-là, les Saoudiens sont au moins assez intelligents pour dire non, nous ne nous mêlons pas de ce combat. Parce que s'ils s'en mêlent, ils risquent de ne plus avoir de pays à la fin. Venant de plusieurs directions, y compris des Yéménites, à qui les Saoudiens ont pris plusieurs provinces, lesquelles, soit dit en passant, regorgent de pétrole et où vivent des chiites. Peu importe que la plupart de leurs champs pétrolifères se trouvent dans des zones peuplées de chiites. Leur économie serait dévastée pendant très longtemps. Leurs usines de dessalement d'eau seraient détruites, les empêchant de fournir de l'eau à la majorité de leur population. Et qui sait, les Jordaniens pourraient bien retrouver un peu de courage et se rappeler que les Hachémites étaient les gardiens de la Mecque et de Médine, et non la maison des Saouds. Ils pourraient même se dire, tant qu'à faire, reprenons cela aussi. Les Saoudiens pourraient donc très vite se retrouver sans pays. Ils ont eu l'intelligence de dire, non, nous allons rester neutres. Et d'après ce que j'ai entendu, ils ont dit aux Américains, vous êtes seuls, ne comptez pas sur notre aide. N'espérez pas que nous évacuions vos bases.
Tu es livré à toi-même. L'autre chose que j'ai apprise, et en tant que quelqu'un qui a été officier de blindé et a passé beaucoup de temps avec l'infanterie, cela m'a vraiment choqué quand je l'ai découvert. Ces bases américaines là-bas n'ont pas de bunkers. Elles n'ont pas de bunkers. Il n'y a nulle part où se cacher. D'abord, ils étaient tellement convaincus que cela durerait 3 ou 4 jours, comme avant, une démonstration, une mort à petit feu. Même si les Iraniens disaient « Oui, on va tout frapper. Peu importe la force de votre attaque, on ripostera sur tout. » Mais ils n'y croyaient pas. Et ensuite, ils avaient une telle confiance dans les systèmes antiaériens. Eh bien, même si ces systèmes ont fait beaucoup de dégâts, détruisant une grande partie de ce qui arrivait, ce n'était toujours pas suffisant, surtout au début. Mais cela continue encore et encore. Et même si vous avez le meilleur système antiaérien du monde, vous finirez tôt ou tard par manquer de munitions. Nous en sommes au jour 17. Enfin, d'accord, presque au jour 17. Nous sommes sur le site, donc dans une demi-heure, ce sera le jour 17. Tant pis pour les 4 jours. Ils sont à court de munitions depuis longtemps et l'Iran est maintenant en train de les épuiser. 5 ravitailleurs stratosphériques en feu ont été touchés hier. Ils se font littéralement écraser. Et d'après ce que j'ai entendu, ils envisagent peut-être d'évacuer tout le personnel de bon nombre de ces bases. Ils n'ont plus de défense. Jusqu'à présent, les Iraniens n'ont pas attaqué les troupes de manière significative. Ils détruisent le matériel et tout le reste. Demain, ils pourraient décider de s'en prendre enfin aux troupes américaines. Des pertes massives. Ils n'ont nulle part où se cacher. Ils n'ont pas de bunker. Tu sais, en tant qu'infanterie, comment peux-tu ne pas creuser un bunker, surtout si tu es sous une menace potentielle? Pourquoi ne pas creuser un bunker? Ils n'en ont jamais creusé. Ils n'ont pas de bunker. Ce qui, encore une fois, je ne sais pas combien de fois je peux le dire, me paraît insensé. Pour moi, c'est comme dire que le Soleil est carré, un cube, pas une sphère. C'est ce niveau de quoi? Mais apparemment, oui, ils sont fichus. Fichus au-delà de toute réalité à ce stade. Ils ont tout misé. Je veux dire, il faut être plus bête qu'un sac de cailloux avec un seul caillou dedans et rester aussi idiot pour ne pas construire de bunkers. Mais apparemment, ils ne l'ont pas fait. Donc, ils ne savent pas quoi faire. Et l'Iran, si demain l'Iran hausse les enchères, tu sais, il y a plusieurs façons pour l'Iran de le faire. Évidemment, cela pourrait commencer à s'en prendre sérieusement aux troupes américaines, vraiment s'en prendre à elles sur ces bases. Il y a déjà beaucoup plus de pertes que ce que les États-Unis admettent. Je multiplierai probablement leurs chiffres par 9 ou 10 pour me rapprocher de la réalité, mais cela pourrait être bien pire que ça, plusieurs fois plus. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, l'Iran peut détruire les infrastructures tout le long des installations pétrolières. D'ailleurs, l'Iran a prévenu les entreprises américaines. Dégagez, faites partir vos employés. Parce que les États-Unis ont frappé des industries iraniennes. Et l'Iran a dit, c'est fini, nous allons détruire chaque usine américaine, toute installation de production le long du golfe Persique. Ils ont donc donné un avertissement clair. Faites partir vos gens, car désormais vous êtes la cible. Nous verrons s'ils le font ou non. Et puis si jamais on en arrive au dessalement, où vous savez, l'Iran pourrait facilement anéantir la majeure partie de la population du côté perse, le côté sud du golfe Persique, le côté arabe du golfe Persique. Parce que des pays comme Bahreïn et le Qatar dépendent à 100% de l'eau issue du dessalement. L'Arabie saoudite en dépend à environ 70 à 80%. On dit que les Israéliens en dépendent à environ 75%. Et malgré Mansour, il y en a aussi un Britannique qui a déménagé en Russie. En réalité, c'est un juif séfarade. Il déteste Israël, il en est parti. Et il me disait, eh bien, ce n'est pas 75%.
À 75%, ils ont assez d'eau pour nourrir la population, mais pas assez pour l'agriculture. Et tout cela va à l'agriculture. Bien sûr, cela détruirait un très grand secteur de l'économie israélienne si cela arrivait. Donc tu vois, est-ce vraiment la voie que tu veux emprunter? Et soyons francs, les États arabes du Golfe Persique sont des entités artificielles. Tu sais, quand je suis allé à Dubaï, bon sang, je crois que c'était en 2013, j'y étais en tant que directeur régional chez Halliburton pour la chaîne d'approvisionnement en Eurasie. Nous avions une grande réunion du personnel là-bas, donc j'y suis allé dans ce cadre. Et quand j'ai pris l'avion pour y aller, tu sais, je voulais aller voir. J'aime les lieux historiques. J'aime les sites anciens, alors je me suis dit, je vais aller voir le vieux Dubaï historique. Et je n'ai rien trouvé sur le Dubaï historique. Point final. Rien. Nulle part. Je me promène, je demande aux gens et ils me disent, le Dubaï historique, c'était un fort en briques de boue dans un minuscule village. Il n'y a pas de Dubaï historique. C'était juste ça, un tout petit port et la forteresse en briques de boue d'un chef de guerre, si on peut même appeler ça comme ça. C'est tout. Donc, toute cette ville de Dubaï est une entité artificielle construite à partir du désert, comme chacune de ces villes. Bahreïn avait une population minuscule. Le Qatar avait une population minuscule. Ainsi, la population arabe autochtone y a grandi très rapidement, ce qui n'aurait pas été le cas autrement, et ensuite, toutes les personnes qu'ils ont fait venir pour les servir ont elles aussi augmenté très rapidement. Ils ne peuvent pas se nourrir eux-mêmes. Ils doivent importer de la nourriture, ce qui, soit dit en passant, va devenir un très gros problème très bientôt. C'est le 17e jour. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'avions ni de navires qui arrivent chargés de produits frais. Donc ils vont commencer à manquer et la famine va s'installer. Si cela continue encore un mois ou deux, il y aura une crise humanitaire massive. Et si l'on détruit l'usine de dessalement, eh bien, une personne dans le désert, un jour sans eau, c'est fini. Avec ce genre de chaleur, la chaleur monte en ce moment, on atteint 50-55 degrés Celsius. À l'ombre, il fera 50. Sans eau, on ne survit pas plus d'un jour, peut-être un jour et demi. Et si l'électricité s'éteint, il n'y a plus de climatisation. Vous êtes dans cette chaleur. Je veux dire, c'est une catastrophe humanitaire massive, comme quelque chose que nous n'avons probablement jamais vu auparavant, à cette échelle, aussi rapidement. Ce n'est pas la famine en Afrique, où une personne peut mourir de faim pendant des semaines avant de mourir. Vous savez, la famille tient encore un peu. Là, c'est, vous savez, 2 jours sans eau. Au revoir. 100 millions de personnes. Ce niveau-là, c'est stupéfiant. Mais oui, c'est la situation que l'Amérique a déclenchée pour tout le monde. Félicitations, Monsieur Trump, pour le cadeau de la paix de la tombe, du cimetière. Je veux dire, ce qu'il a créé, ce que lui et Netanyahou sont en train de créer, c'est une catastrophe humaine massive. En réalité, personne ne sait où se trouve Netanyahou en ce moment, car il n'est pas dans son pays. Il se cache simplement quelque part. Et beaucoup de gens affirment qu'il l'est. J'adore cette vidéo. D'un côté, tous ses doigts sont égaux. Il n'a pas de petits doigts. De l'autre, il a 6 doigts. Il en pointe un, et il a 4 doigts ici et un pouce. C'est un peu ouais. C'est incroyable ce qui se passe avec l'affaire Netanyahou. Je ne sais pas s'il se cache. D'une manière ou d'une autre, tu sais, quelqu'un l'a frappé avec un missile, quelqu'un d'autre avec un drone. Voyons ce qui va se passer avec son affaire. Mais Stanislav, quand il s'agit du détroit d'Ormuz, Donald Trump, quand la guerre a commencé, a dit que nous étions la plus grande, la plus puissante armée du monde, que nous pouvions faire tout ce que nous voulions. Et aujourd'hui, ou hier, il parlait en quelque sorte de supplier, ou peut-être que la Chine se joigne à nous pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Comment peut-on aller aussi loin?
parce que c'est une suggestion tellement stupide. Pourquoi la Chine ferait-elle ça? Et qu'est-ce qu'elle y gagnerait? Ou qui que ce soit d'autre, j'oserais dire, même les Européens. On dirait qu'ils ne veulent pas s'impliquer pour l'instant. Ils font tout pour aider les États-Unis, mais ils n'en parlent pas. Ils font simplement tout discrètement. Mais quelle est votre compréhension du détroit d'Ormuz et de la manière dont Donald Trump essaye de dire que s'il ne peut pas ouvrir le détroit et que personne ne nous aide, alors nous ne le ferons pas pour que ces pays en profitent, après tout? Qu'en pensez-vous? Eh bien, comment osent les Iraniens faire ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire? Personne ne fait ce qu'il dit. Enfin, pas à Washington en tout cas. Pas en Europe. Pas dans l'humoring. Ils ne font pas ce qu'ils disent. La moitié du temps, ils font le contraire. Les Iraniens, eux, ont vraiment fait ce qu'ils avaient dit. Ils avaient annoncé qu'ils allaient fermer le détroit. Oui, ce ne sont pas les Chinois. Ce sont les Antarctiques. Ils envoient une brigade de manchots pour déchaîner l'enfer sur les Iraniens. Je veux dire, ces gens, enfin d'abord Trump, quoi qu'il lui passe par la tête, il ne faut pas longtemps pour que ça aille d'ici à là, tu vois? Ça sort tout seul, sans aucun filtre entre les deux. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment un moment du genre. Est-ce que je devrais dire ça? Non, ça n'existe pas. C'est juste un flow libre. Tu sais, c'est un flux totalement libre. Une autoroute ouverte, sans aucun péage nulle part sur l'inter-État. Et la situation ne fait qu'empirer, si tu ne l'as pas remarqué. Et lui, il panique. Il balance simplement tout ce qui lui passe par la tête au moment même où la pensée se forme, voire même avant. Tu pourrais dire que je suis juste méchant, mais sérieusement, regarde simplement comment il parle et ce qu'il dit. Ça ne s'améliore pas. Ce n'est pas plus rationnel. Ça part clairement dans la direction opposée. Alors maintenant, il prévoit d'envoyer des marines. J'ai dit nous sommes une unité expéditionnaire faite pour prendre des plages. Donc voilà la question. Qu'est-ce qu'ils comptent prendre? Eh bien, ils disent qu'ils vont prendre l'île Harpe. Eh bien, d'abord, il leur faudrait traverser le détroit d'Ormuz avec leur matériel. Eh bien, ils passent par voie terrestre. D'accord. Donc vous allez transporter des navires d'assaut, ces très très grands navires capables de transporter des chars, par voie terrestre. Ça va être amusant à voir. Donc ils seront là dans quoi? 1 mois, 2, 3 mois? Non. En plus, si vous prenez cette île, comment allez-vous les nourrir? D'abord, rien que cette partie-là, comment les nourrir? Il faudrait traverser tout le golfe Persique de port en port pour les approvisionner, leur fournir des munitions. Vous savez, si vous déployez 2500 hommes, une brigade, et que l'île est juste à côté de l'Iran, cela devient un stand de tir pour les drones. Jour après jour, il y aura des drones qui les traqueront. Les pertes s'accumuleront à une vitesse folle. Donc, d'accord, eh bien ensuite ils vont s'emparer du détroit d'Ormuz et le maintenir ouvert. D'accord. Eh bien, tout d'abord les États-Unis. Trump ne cesse de dire que nous allons escorter des navires, mais pas tout de suite. Et puis les Français arrivent en disant « Oh, nous allons envoyer nos 8 destroyers, vous savez, toute la flotte française. Elle ne s'est pas encore rendue, donnez-lui juste quelques minutes. Ils vont descendre là-bas et escorter des navires en mode défensif. Donc vous allez vous placer dans une zone de guerre, déplacer des navires que l'Iran dit ne pas pouvoir passer, et vous vous attendez à ne pas être attaqué? Bien sûr. Il faut juste comprendre qu'autour de cette pointe, les voies de navigation ont été draguées. C'est une zone large de 2000, soit environ 3,2 km. La plupart de ces pétroliers, en fait tous les pétroliers modernes, ne peuvent pas sortir de cette zone. Ils s'échoueraient. Ils sont trop grands. Seuls des navires plus petits, avec moins de tirants de quille, peuvent naviguer dans cette zone. Donc je ne sais pas si les destroyers ou les frégates américains pourraient sortir de cette zone. Ils pourraient avoir un problème d'écouage.
Ce n'est pas une zone très profonde. Elle a été draguée pour les grands pétroliers. Donc même si les destroyers peuvent sortir de ce couloir, tout navire qu'ils escortent ne le peut pas. Ce que nous avons vu les Ukrainiens et les Britanniques faire à un pétrolier russe dans l'AGMC, c'est l'attaquer avec un essaim de drones FPV équipé de charges RPG. Et oui, ça a fonctionné. En plus, un pétrolier n'a aucune défense. Il n'y avait personne à bord avec des fusils d'assaut pour tirer sur ces drones FPV, ce qui est déjà assez difficile en soi. Imaginez maintenant 200 enfants iraniens assis là-haut dans ces montagnes surplombant la côte, sous un arbre, et chacun d'eux lançant drone après drone, 200 drones à la fois, vers le bas. Ce n'est pas difficile à imaginer. On ne peut pas tous les repérer là-haut dans les montagnes, assis sous une falaise ou un arbre avec une visière, en train d'envoyer des drones en contrebas. Et vous avez un essaim de drones. Quelles que soient les défenses dont vous disposez, elles vont rapidement manquer de munitions, et il est fort probable qu'au moins quelques-uns passeront. Ensuite, vous avez des tirs de RPG qui explosent ici et là sur un destroyer. Tôt ou tard, il sera trop endommagé pour fonctionner. On peut l'assaillir de cette manière. C'est une technologie rudimentaire comparée au coût de ce destroyer. Mais c'est faisable, très facilement faisable. Et on peut faire ça pour chaque autre navire. On n'a plus besoin de missiles sol-mer, de missiles terre-mer, on n'a plus besoin de bombardiers. On n'a plus besoin de beaucoup d'équipements. Maintenant, imaginez qu'ils fassent débarquer les marines sur cette côte. Derrière eux se trouvent les détroits de la mer. Devant eux, une bande côtière, puis une haute chaîne de montagnes avec une bande de... Enfin, peu importe l'armée iranienne retranchée. Peut-être une bande d'adolescents qui font descendre des drones là-bas et les pourchassent partout. Et là, c'est un massacre diffusé à la télévision pour que le public américain le voie, tandis que cette unité expéditionnaire des marines se fait anéantir. Vous savez, vous n'avez pas intensifié le conflit pour pouvoir en sortir. Tu as intensifié la situation pour t'enfoncer encore davantage. Mais c'est bien ce qu'on dirait qu'ils sont en train de faire. Je ne pensais pas qu'ils feraient ça, mais il se peut qu'ils soient vraiment en train d'y songer. C'est hallucinant. Tu sais, j'ai publié une vidéo où j'ai passé en revue tous les différents itinéraires qu'ils auraient pu emprunter. J'ai imaginé que la 82e division aéroportée aurait pu pousser les Azerbaïdjanais à entrer en guerre avec l'Iran, puis passer par là. C'est impossible. Mais tu sais, c'est une très longue ligne logistique, et pourtant c'est rationnel, ou du moins en partie rationnel. Enfin, je ne dirais pas que c'est rationnel. C'est l'un des endroits les plus insensés où l'on pourrait se poser. Et maintenant, ils déploient une unité expéditionnaire conçue, c'est un régiment expéditionnaire prévu pour s'emparer des plages. Il n'est pas fait pour aller loin à l'intérieur des terres. Ils prennent la tête de pont, puis l'armée arrive pour l'élargir. C'est du suicide. Je veux dire, c'est du suicide. Même s'ils ne se font pas anéantir sur la plage, ils ne pourront pas progresser. Ça ne va pas arrêter des drones capables d'aller à 30 ou 40 km, surtout si l'on installe des antennes relais dans les montagnes. Ils obtiennent une excellente portée. Ces drones, avec une bonne batterie, peuvent en réalité parcourir environ 30 km. Cela couvre, même depuis les montagnes, ces couloirs d'approche. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Il va falloir repousser la ligne assez loin pour qu'ils ne puissent pas atteindre avec les drones. Ça veut dire que tu finiras par aller dans les montagnes. Réfléchis à la quantité de main-d'œuvre que ça demande, compte tenu des pertes qui vont survenir. C'est une dérive de mission. Une stupide dérive de mission. C'est le mode panique. On ne sait pas quoi faire. Les Iraniens ne cessent pas de tirer. On leur a dit qu'ils s'étaient rendus 5 fois et qu'on les avait vaincus 20 fois. Mais ils continuent quand même à tirer. Pour une raison quelconque,
Personne ne dit aux Iraniens qu'ils ont perdu la guerre. Et Trump ne sait pas comment s'en sortir. Il est bien accroché, juste derrière la branchie. Il ne sait pas comment se libérer. Alors la seule chose à laquelle ils peuvent penser, c'est « étendons la guerre ». Et Exa aussi, tu sais, veut être un croisé évangélique, jusqu'à Téhéran. J'imagine qu'ils voient ça comme une nouvelle Jérusalem. Les gens de ce camp sont fous. Je veux dire, ils veulent la Grande Guerre. Le public américain, lui, ne veut pas de la Grande Guerre. Mais pour conquérir, s'ils veulent conquérir l'Iran, il leur faudrait mobiliser environ 3 à 4, peut-être 5 millions d'hommes sous les armes. Tu sais, ce serait une révolution, une guerre civile aux États-Unis. C'est ça, le problème. Comment savons-nous? Que savons-nous des capacités? Vous savez, puisque les Israéliens parlaient de leurs réservistes. Ils parlent de 450 000 soldats. Et j'imagine que la plupart ne sont pas vraiment bien formés pour le champ de bataille, non? Et les États-Unis? Comment voyez-vous leurs capacités? Vous avez mentionné 4 à 5 millions. Que possèdent-ils actuellement sur le plan militaire pour déployer des troupes au sol en Iran? Eh bien, tout d'abord, l'armée américaine et les marines réunies comptent environ 550 000 personnes. Cela inclut la garde nationale et les réservistes. Et vous seriez surpris de voir combien de membres de la garde nationale ne sont en réalité pas aptes au service. J'ai déjà vu ça. Des gens qui, vous savez, auraient dû être libérés de la garde ou de la réserve, mais qui restent juste pour toucher leur pension ou une meilleure pension. Des types médicalement inaptes au déploiement. Et quand leurs unités sont appelées, ils passent par le processus médical, éperon osseux, incapacité à soulever du poids à cause de blessures à la colonne vertébrale. Pourquoi êtes-vous encore dans l'armée? Ah, d'accord, parce que c'est du genre « tu me rends service, je t'en rends un ». C'est ce genre de mentalité du type « on ne sera jamais déployé ». Tu attends simplement 2 années de plus pour toucher ta pension, au lieu d'accepter quelque chose de moindre parce que tu as dû partir plus tôt. Voilà un premier point. Maintenant, pour ce qui est du matériel lourd, il y en a déjà beaucoup en Arabie Saoudite. C'est vrai, les États-Unis ont prépositionné l'équivalent de plusieurs divisions d'équipement. Mais on revient toujours à la logistique, et ce matériel est déjà positionné pour la mission à laquelle il est destiné. Tu sais, par exemple, si la Russie voulait entrer en Ukraine, on pourrait dire « mobilisons 10 millions d'hommes et avançons simplement ». C'est vrai, on pourrait faire ça. Mais la question suivante se pose, avec quoi les armer? Est-ce qu'on a même 10 millions de fusils? Combien de munitions avons-nous? As-tu de la nourriture pour 10 millions d'hommes qu'il faut? Et sur tout l'aspect logistique, oui, on peut rassembler beaucoup de monde. Mais comment les armer, les équiper, les amener là où il faut les entraîner, les nourrir et continuer à les soutenir? Je veux dire, c'est bien plus difficile que de simplement regrouper un tas de gens. Et ça, c'est si tu es, tu sais, quelqu'un comme la Russie en Ukraine, où la Russie se bat à sa propre porte. Ce n'est pas un très long trajet depuis Moscou, ou mieux encore, Voronezh ou Rostov, jusqu'à Donetsk ou Luhansk, puis jusqu'aux lignes de front. On parle de quelques centaines de kilomètres. Ici, même si tu pouvais rassembler autant de personnes aux États-Unis, il faudrait encore les déplacer, ainsi que leur matériel et leurs provisions, littéralement de l'autre côté du monde, à travers un terrain désertique, et réunir assez d'équipements pour réellement entreprendre quelque chose de ce genre. C'est faisable, bien sûr. Mais l'économie américaine peut-elle le supporter à ce stade? Non. La population américaine le soutiendra-t-elle? Certainement pas. Quand ces mamans de foot, ces éveillés hystériques et les partisans de MAGA qui pensent tous être formidables et que tout sera réglé avec une simple campagne aérienne, recevront soudain un avis disant « Hey, vos petits garçons et vos petites filles
vont être les premiers du quartier à partir dans un pays étranger, rencontrer des gens étrangers et les tuer. Oh, et probablement se faire tuer eux-mêmes. Il est intéressant de voir à quelle vitesse tout cet enthousiasme s'évapore. Et tout à coup, c'est « Oh, nous n'avions pas signé pour ça ». Eh bien maintenant, si. Ce serait donc une certitude. Il y aurait des révoltes partout dans le pays. Et ce serait la fin du gouvernement. Si ce n'est pas totalement la fin de la présidence de Donald Trump, ce pourrait être la fin du gouvernement lui-même. Ce n'est tout simplement pas ce genre de population. Ils ont pu faire cela pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que les États-Unis ont été attaqués. Maintenant, savaient-ils qu'une attaque se préparait? Je pense que oui. Beaucoup d'éléments circonstanciels le laissent penser, notamment le fait que lorsque les 2 ambassadeurs du Japon se sont rendus au bureau de Roosevelt pour déclarer la guerre, ils n'ont pas été reçus comme prévu. On les a fait attendre pendant 2 heures, le temps que l'attaque ait lieu. Donc les États-Unis pouvaient dire « Nous ne savions pas que nous étions attaqués, il n'y a pas eu de déclaration de guerre, blablabla. Bla, bla. » Et puis il a dit « Oui, nous venons de réveiller le dragon. » Parce que Roosevelt avait surpassé les Japonais dans ce cas-là. Mais le fait est que la majorité du public américain estimait que nous avions été attaqués par surprise par ces Japonais perfides et maléfiques. Peu importe comment nous les avons provoqués, et tout le reste, c'est une toute autre question. La perception du public était que nous avions été attaqués, injustement attaqués peut-être, mais c'était tout de même la perception. Ici, il n'y a rien de tel. Les États-Unis n'ont pas été attaqués. Israël n'a pas été attaqué. Ils ont choisi d'attaquer. Donc tout le terrain moral est perdu. On se retrouve dans un marécage du type « Comment vais-je vendre cette guerre ?» Et nous voyons cela sans arrêt. Trump et son équipe se tortillent dans tous les sens. Ils n'arrivent pas à vendre cette guerre. Et maintenant, vous allez dire aux gens à qui vous ne pouvez pas vendre cette guerre, « Nous allons prendre vos fils et vos filles et les envoyer dans un hachoir à viande à l'autre bout du monde pour Israël. » Parce que c'est ainsi que la majorité le perçoit. Que ce soit pour Israël ou non, pour les intérêts d'Israël ou non, cela n'a aucune importance, car la majorité le verra comme étant pour Israël. Donc non seulement nous devrions envoyer nos enfants se battre, mais en plus les envoyer se battre pour un pays étranger. Qu'on nous attaque d'abord. Non, ils n'accepteront pas cela. Quant à Israël, bien sûr, Israël peut rassembler 450 000 personnes. Je suis sûr qu'ils le peuvent. Et tu as tout à fait raison. La majorité de leur armée de réservistes, qui représente presque la grande majorité des réservistes, n'est pas très bien entraînée. Nous l'avons vu à Gaza. Nous avons vu leur performance là-bas, surtout au tout début. Ils n'étaient pas bien entraînés. Je me souviens d'un cas précis. Même si la guerre en Ukraine durait déjà depuis 2 ans, et que nous nous lancions des grenades et des roquettes RPG depuis des drones depuis environ 1 an et demi à ce moment-là, on voit à Gaza cette compagnie, ou plutôt, je crois que c'était un peloton, d'Israéliens. Ils se sont arrêtés pour déjeuner, ont garé leur véhicule et se sont assis en grand cercle. Puis un drone est arrivé et a largué une mine en plein milieu d'eux. Elle a explosé, plusieurs ont été blessés et quelques-uns ont été tués. Et donc ils disent, sérieusement, vous n'avez pas vu ce qui se passe en Ukraine, donc vous n'avez rien appris. Et nous avons vu que le niveau de compétence était assez faible. Alors oui, bien sûr, les Israéliens peuvent rassembler tous ces gars. Le niveau de compétence est discutable. Peuvent-ils continuer à les approvisionner? Peuvent-ils les maintenir sur le terrain? C'est une question. Mais il y en a une autre. C'est, vous savez, 450 000 personnes dans un pays d'environ 9 millions, peut-être même moins, car beaucoup ont fui ou continuent de partir. C'est une part très importante, non seulement de la population, mais aussi de la population active.
Ce sont des usines entières ou des bureaux entiers de développement de logiciels sans personnel. Tout le monde a été mobilisé. Donc ton économie s'effondre. Et elle peut rester dans cet état pendant très longtemps. Il faut aussi prendre cela en compte. Il faut évaluer jusqu'à quel point ton économie peut encaisser les dégâts, surtout si tu commences à retirer des personnes de postes clés. Ils pourraient le faire, mais pour Israël, il y a un autre problème. Concentrer trop de monde dans un espace trop restreint permet à l'ennemi d'infliger des pertes bien plus élevées que la normale. Si tu as une zone très encombrée et que tu continues d'y entasser des troupes, l'ennemi peut mener beaucoup plus d'attaques de grande ampleur contre toi, alors qu'il n'y aurait pas autant de congestion autrement. De plus, avec trop de troupes dans une même zone, tu te retrouves avec des embouteillages, des problèmes de communication et des difficultés de déplacement. Donc, il faut déterminer quel est le bon nombre de troupes et maintenir ce nombre, ni trop, ni trop peu. C'est un art. La science militaire est un art, en toute vérité. C'est un art en constante évolution. Alors faut-il 250 000, 450 000 soldats? Où les loger? Comment les utiliser? Vous savez, il y a énormément de questions. Et la logistique, c'est ce qui fait gagner ou perdre les guerres, pour parler franchement. Ce sont les rouages peu reluisants à l'arrière que personne ne voit. La plupart des gens n'en veulent pas. Ça ne fait pas de film hollywoodien. Ce n'est pas, vous savez, le chauffeur de camion qui livre les munitions et qui est le héros montant à l'assaut de la colline. Mais s'il ne livre pas ses munitions, aucun héros ne montera cette colline. Et c'est ça, la réalité. Et c'est la même chose pour Israël. Donc je veux dire, il y a beaucoup de questions. Et puis il y a les échéances. Tu sais, si les États-Unis devaient le faire, il faudrait instaurer la conscription, même si ce n'était que pour 1 million d'hommes. D'après ce qu'on m'a dit sur le Selective Service, tu sais, je m'y étais inscrit, j'allais servir. Le Selective Service, si tu ne sais pas ce que c'est, oblige tous les garçons de 17 ou 18 ans à s'enregistrer. C'est la base de données pour un futur appel sous les drapeaux, non? D'après ce que j'ai entendu, elle est dans un tel état en ce moment qu'il faudrait jusqu'à 6 mois pour la remettre en ordre, puis encore quelques mois pour commencer à recruter. Ça, c'est une chose. Mais même si tout fonctionnait parfaitement, comme une machine bien huilée, une fois la conscription lancée, il faudrait encore compter entre 1 mois et demi et 2 mois pour rassembler les gens, les préparer et les envoyer. Il faudra attendre plusieurs mois avant de pouvoir faire quoi que ce soit, même si vous disposez de tout l'équipement nécessaire, car il faut former les gens, il faut les faire venir, les enregistrer, les former, puis les envoyer. Tout cela prend du temps. Vous n'allez pas transporter des masses de personnes en avion. Vous pourriez le faire dans une certaine mesure, mais la plupart du matériel et du reste voyagerait encore par bateau, lentement. C'est comme ça. Je veux dire, on ne peut transporter qu'une quantité limitée. L'armée américaine ne dispose que d'un certain nombre d'avions. Les C-130, je crois, c'est leur désignation, ce sont les Starlifters. Ils peuvent transporter 2 chars Abrams. Mais, vous savez, il n'y en a pas tant que ça. Elle les appelle des K-635. Oui. Eh bien, on peut utiliser les C-130, mais ils sont vieux. Je veux dire, la plupart de ces avions sont bien plus âgés que moi. Certains datent des années 1960. Ils pourraient s'en servir pour transporter des troupes, mais là aussi c'est limité. Au final, si l'on fait un déploiement massif à l'étranger, c'est par bateau. Donc ça prend encore plus de temps. Alors, combien de temps va durer cette guerre? Parce qu'il faudra déjà beaucoup de temps, rien que pour acheminer suffisamment de troupes afin de mener une quelconque invasion terrestre de l'Iran. Donc, je veux dire, il y a tous ces problèmes. Est-ce quelque chose que l'on décide de faire sur un coup de tête?
C'est une entreprise énorme. Sans parler du fait qu'il y aurait probablement une révolution si l'on instaurait la conscription en ce moment aux États-Unis. Alors, pourrait-il envoyer des troupes? Oui, je suppose que oui, et il semble qu'ils vont le faire. Est-ce que ce sera un désastre? Absolument. Ce sera un désastre. Ce sera un désastre monumental, tout le contraire de ce que Trump veut. J'imagine que c'est le conseil qu'il reçoit. Ou peut-être que c'est une décision qu'il prend lui-même. Tu te souviens quand il parlait de ces porte-avions et de la façon dont il pouvait les utiliser? De nouvelles images satellites chinoises montrent que l'USS Abraham Lincoln s'est éloigné des côtes iraniennes et opère désormais près de Salalah, à Oman, derrière la chaîne de montagnes côtières. Le porte-avions se trouve actuellement à plus de 1100 km de l'Iran. Auparavant, il n'était qu'à environ 350 km. Il est maintenant à plus de 1000 km des côtes iraniennes. Away from Iran, it's what is, because before it was so close to Iran, 350 kilometers. Right now is more than 1,000 kilometers away from, far from the Iranian coast. What is the strategy of using, and at the same time Quelle est la stratégie derrière cela? En même temps, on voit Donald Trump demander d'une certaine manière à la France, à l'Allemagne, au Royaume-Uni et à la Chine de le rejoindre dans le détroit d'Ormuz. Il ne veut pas être trop proche du détroit lui-même, mais il essaye d'amener d'autres pays dans la région pour l'aider. Comment comprenez-vous la manière dont les États-Unis utilisent ces porte-avions, le Gerald Ford et l'Abraham Lincoln? Car ils se trouvent tous deux à plus de 1000 km des côtes iraniennes. Le Gerald R. Ford est quelque part dans la partie sud de la mer Rouge, près de l'Arabie Saoudite. Oui, c'est bien dans la zone de frappe des Yéménites. Les Yéménites ont déjà détruit un pétrolier qui remontait la mer Rouge, venant, je crois, des ports saoudiens du sud. Il était censé se diriger soit vers l'Europe, soit vers Israël, mais ils l'ont incendié. Bon, tout d'abord, le problème et le facteur limitant dans toute bataille impliquant un porte-avions, c'est la distance de vol des avions. Le F-35 est probablement le pire avion des 50 dernières années, voire plus. Il était censé être l'avion capable de tout faire, et il fait tout très mal. C'est un appareil non spécialisé qui peut remplir n'importe quel rôle. Eh bien oui, le problème, c'est que si l'on ne se spécialise dans rien, cela signifie qu'on fait tout mal. Il n'y a rien qui fasse vraiment, vraiment bien, sauf coûter énormément d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, vous savez, je parlais avec Larry Johnson, non, pardon, pas Larry Johnson, le colonel Wilkerson, et il a beaucoup plus d'informations internes sur les F-35. Il a été choqué par certaines choses qu'il a apprises. Vous savez, avec les chars Abrams, en moyenne, on applique une règle générale. Pour chaque heure de fonctionnement, il faut compter 2 à 3 heures de maintenance, ce qui est déjà beaucoup quand on y pense. Avec le F-35, on parle de jusqu'à 20 heures de maintenance pour chaque heure de vol, ce qui est insensé quand on y réfléchit. C'est absolument insensé. Même si c'était la moitié de ça, 10 heures, voire 5 heures, c'est insensé. Alors, tu vois, si l'appareil part pour une mission de 5 heures, aller-retour, il faut bien se dire que le lendemain, il ne bougera pas parce qu'il faut effectuer toute la maintenance. En plus, une très grande partie de cette maintenance est verrouillée par contrat avec Lockheed Martin. Je ne sais pas combien ils ont dû graisser la patte aux généraux qui ont signé cette merveille. Il y a de gros éléments, comme l'avionique et le système de propulsion, que les mécaniciens militaires n'ont pas le droit de toucher. Par contrat, ils ne peuvent rien y faire. Il faut faire appel aux mécaniciens de Lockheed Martin. Du coup, il y a une équipe civile sur chacun de ces porte-avions et sur toutes ces bases avec des F-35. Et ça coûte 500 ou 600 $ de l'heure.
that cost $500-600 an hour. 24 heures sur 24, ils sont là pour assurer la maintenance des parties des avions qui sont interdites d'accès par contrat à l'armée américaine ou à toute autre armée qui les achète. Oui, c'est insensé. C'est complètement insensé. Eh bien, le problème aussi avec le F-35, c'est sa portée maximale en carburant bingo, c'est-à-dire le point où il doit rentrer, sinon il va s'écraser, qui est d'environ 500 km. Donc ils décollent, et à 500 km, ils doivent être ravitaillés en vol. Sinon, ils doivent faire demi-tour et rentrer, ou c'est fini pour eux. Ils n'y arriveront pas, à moins de trouver une base terrestre ou un autre endroit où atterrir. Ils sont donc déjà limités dans leur portée, car en plus, il faut des avions citernes pour les ravitailler en vol. Vous savez, s'ils vont à 1000 km, cela fait un ravitaillement à l'aller et un au retour. Sinon, ils s'écraseraient. S'ils atteignent leur portée maximale de 2000 km, ils seraient complètement hors de portée des véhicules planants hypersoniques Fatah 1 de l'Iran. Enfin, le missile, c'est le Fatah 1. C'est un missile balistique. Je ne me souviens plus du nom exact du véhicule planant, mais il a une portée de 2000 km. Je ne pense pas que l'Iran les ait encore utilisés. Ils ont utilisé d'autres équipements. Ils ont employé quelques armes hypersoniques, mais ils n'ont pas vraiment fait usage de ces hypersoniques. S'ils commencent à utiliser les hypersoniques en plus du système radar chinois, ils pourront repérer même le Lincoln, là où il se cache actuellement. Ils peuvent frapper à une portée de 2000 km. Le Lincoln devra donc s'éloigner davantage. Le Lincoln était assez proche et il a reçu une salve de missiles balistiques dirigés contre lui. C'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont repliés. Ils se sont mis hors de portée. Mais le problème, c'est qu'ils sont maintenant tellement loin qu'ils ne sont plus vraiment capables de combattre, même à cette distance, encore moins s'ils s'approchent. Maintenant, les navires d'escorte autour du Lincoln peuvent tirer des Tomahawks, mais d'après ce qu'on m'a dit, ils ont reçu l'ordre de ne pas les utiliser. Il ne reste plus assez de Tomahawks. Et le problème pour eux, ce sont ces tubes. La façon dont ils sont configurés fait qu'une fois qu'ils ont tiré ces Tomahawks, ils ne peuvent pas les recharger. Ils doivent retourner au port. Donc, encore une fois, l'un des deux ports où ils peuvent aller. 3 jours jusqu'à Diego Garcia ou 4 jours jusqu'en Inde. Ce n'est pas que l'Inde ait changé de camp pour aller servilement flatter les Américains et les Israéliens. Mais dans tous les cas, même si cela va quelque part comme Diego Garcia, 3 jours à l'aller, 3 jours au retour, on tire les missiles et on recommence tout le cycle. Ce n'est donc pas vraiment un système de combat sérieux s'il ne peut tirer qu'une fois par semaine. On se rend compte que cela n'a pas été bien réfléchi. Je veux dire, évidemment, du point de vue logistique, du point de vue de la logistique militaire, des systèmes de combat en place, cela n'a pas été réfléchi. C'était censé se terminer en 4 jours. D'accord. Ça fait maintenant 17 jours, officiellement le 17e jour. Il est 3 minutes après minuit. Donc oui, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne sont pas préparés pour une longue guerre froide. Mais les Iraniens, eux, le sont. Et il semble que les Iraniens aient déjà dit « Nous pouvons tenir jusqu'aux élections, nous pouvons le faire pendant 6 mois, nous pouvons encaisser les pertes, nous pouvons continuer, et vous, les États-Unis, non, ajoutez encore quelques porte-avions là-bas, autant que vous voulez. » George Bush père se dirige apparemment dans cette direction aussi. Que vont-ils faire? Ils vont les placer hors de portée. Sinon, ils s'exposent à de mauvaises surprises. Donc, vous avez une multitude de porte-avions et de leurs escortes qui traînent dans l'océan Indien. Tout cela coûte de l'argent chaque jour. SAS, en ce qui concerne la puissance militaire des États arabes. Jusqu'à présent, tu sais, récemment,
on les a entendus dire qu'ils avaient abattu des drones en Arabie Saoudite et aux Émirats arabes unis. Ils parlent d'abattre des drones, mais quand il s'agit de soutien, s'ils décident de soutenir militairement les États-Unis et Israël, quelle est leur réelle capacité? L'armée, la puissance aérienne, qu'ont-ils à apporter? Eh bien, rappelons-nous que parmi les États du Golfe, le plus puissant est évidemment l'Arabie Saoudite. Let's remember now the Gulf Et que s'est-il passé states, lorsque les Saoudiens se sont affrontés aux Houthis? obviously. What happened when the Saudis went up against the Houthis? Even with all the mercs that they were bringing in from Colombia. Même avec tous les mercenaires qu'ils faisaient venir de Colombie, qu'est-il arrivé aux Saoudiens lorsqu'ils se sont retrouvés face aux Houthis? Pourquoi ont-ils finalement mis fin à ce conflit? Parce que les Houthis étaient d'excellents ingénieurs. Ce ne sont pas seulement des montagnards ou des éleveurs. Ils ont des ingénieurs très bien formés. Ils ont pris d'anciens missiles balistiques russes qui avaient été retirés du service, encore utilisés en Ukraine, les ont modifiés, améliorés, et ont commencé à les tirer sur les champs pétrolifères saoudiens. Oups! Ils ont même touché l'aéroport de Riyad à plusieurs reprises, et les Patriots les interceptaient. Les Saoudiens ont donc compris que les dégâts qu'ils allaient subir seraient bien pires que les objectifs qu'ils poursuivaient en essayant d'installer leurs marionnettes au Yémen, qui était alors en pleine guerre civile. Alors, encore une fois, quelle est leur capacité? C'est contre les Yéménites. Certes, les Yéménites étaient approvisionnés par l'Iran, mais ils n'avaient pas les meilleurs systèmes iraniens, ni rien qui s'en approche. Ils n'avaient pas non plus la quantité de munitions dont dispose l'Iran. Donc à ce stade, que vont faire ces bases? Elles vont être détruites. Bien sûr, elles infligeront quelques dégâts à l'Iran, selon ce qu'elles toucheront. S'ils s'en prennent aux usines de dessalement, l'Iran s'en prendra aux leurs, et la moitié de leur population en mourra. Espérons qu'ils ne soient pas aussi stupides. S'ils visent les stocks ou les installations pétrolières de l'Iran, celui-ci ripostera contre leurs propres installations pétrolières. Ce sera la fin de ces États du Golfe. Ils ne savent faire qu'une seule chose. L'Arabie saoudite essaye de se diversifier, mais la majorité des revenus provient encore du pétrole et du gaz. Vous ne pouvez pas garder le peuple satisfait. Beaucoup de Saoudiens sont en réalité très pauvres. Ce ne sont pas des cheikhs. L'homme moyen n'est pas un homme riche. Et sans parler de ces autres pays à économie unique, vraiment à économie unique, comme le Qatar, Bahreïn ou les Émirats arabes unis. Cela devient un très gros problème si les installations pétrolières et gazières sont détruites. Les Émirats arabes unis, d'accord. Les Émirats, c'est aussi bien sûr Dubaï et les autres cheikhs. Et ils ont la finance. Mais elle n'existe que parce que le pétrole se trouve ailleurs et que l'argent circule depuis ces régions. Rien de tout cela ne dure. Ils finissent tous par disparaître aussi. Donc je veux dire, sont-ils prêts à risquer, en gros, l'extinction de leur pays? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont assez stupides pour ça. Je ne le pense pas. Je crois qu'ils ont compris que les États-Unis ne seront pas là pour les protéger. Les États-Unis l'ont déjà montré. Aller plus loin contre l'Iran serait un suicide. Et à défaut d'autre chose, ils veulent protéger leur pouvoir et leur argent. S'ils vont plus loin, eh bien, on trouve de tout. Il y a aussi des idiots au pouvoir. Mais je pense que la majorité réfléchit très sérieusement et se dit que les États-Unis ne seront pas là pour nous soutenir. Ils nous ont déjà montré qu'ils ne le feraient pas. Ils soutiendront Israël tant qu'ils le pourront, mais ils ne sont certainement pas de notre côté. Avons-nous vraiment besoin de ça? Et comme je l'ai dit, selon des sources très fiables, les Saoudiens ont dit aux Américains « Allez vous faire voir ». Nous ne t'aidons pas. C'est tout. Tu es livré à toi-même, mon pote. Donc je pense que, tu sais, si l'Arabie saoudite a fait ce choix, bien sûr elle pourrait faire pression sur certains de ses petits cheikhs pour qu'ils la suivent. Bon, d'accord, il n'y aura pas ces petits Émirats, parce que l'Iran leur répondra de manière écrasante.
Espérons qu'ils seront tous assez intelligents pour s'en rendre compte. Je veux dire, regarde, le deuxième jour, Vladimir Vladimirovitch. Son principal rôle, c'était en gros de jouer les moniteurs de colonies, en essayant de dissuader tous ces Émirats de sauter du bord. Ne vous lancez pas dans la guerre. Vous allez mourir. Votre pays va mourir. Et ils ont aidé, en commençant par l'Arabie saoudite. Ils l'appelaient tous, vous savez, parce que les Américains ne sont pas là pour vous. Enfin, regardez, juste pour comparer, un ami proche à moi, Pate Abouladze, son beau-frère est Khaladze, le maire de Tbilissi. Lui et sa famille étaient à Dubaï pour son anniversaire. Ils y sont restés bloqués, évidemment. Ils sont maintenant de retour en Géorgie. Ils ont été évacués par des Géorgiens et des Russes. La Russie a aidé les Géorgiens à le faire sortir et à le ramener en Géorgie, avec d'autres citoyens géorgiens. Les citoyens russes ont été évacués. Les Américains, eux, ont été laissés sur place. J'ai une vidéo sur mon téléphone et je l'ai mise dans l'une de mes mises à jour, où des journalistes expliquent que le département d'État avait diffusé un numéro à appeler au cas où vous seriez coincé dans le Golfe lorsque les hostilités ont commencé. Nous avons appelé ce numéro et on entend l'enregistrement. Ne comptez pas sur le gouvernement américain pour vous évacuer. Vous êtes livrés à vous-même. Faites ce que vous pouvez. Il y a probablement 100 000, peut-être 200 000 Américains là-bas. Je ne parle pas seulement de l'Arabie saoudite, mais de toute la région. Des gens vivant à Dubaï, faisant des affaires à Dubaï, des travailleurs des champs pétrolifères, des ingénieurs, des professeurs et d'autres personnes travaillant dans ces économies. Ils ont été abandonnés. Voilà, merci beaucoup. Payez vos impôts, c'est la saison fiscale. Et survivez du mieux que vous pouvez. Yeah, Oui, ça fait beaucoup. Oui, exactement, exactement. exactly. Si j'étais un citoyen américain assis là en ce moment, je crois que je serais un peu en colère. Vous savez, en tant que simple civil, on vous largue, on vous dit de vous débrouiller comme vous pouvez en plein milieu de ce désert. Et la guerre, donc. And just imagine. Et imaginez un peu, chaque fois que vous voyez Pete Hegseth apparaître en disant « Nous gagnons, nous y arrivons », c'est incroyable. C'est incroyable. It's unbelievable. C'est vrai. Quelle valeur a la citoyenneté américaine de nos jours? Pete Hegseth dit « Si quelqu'un fait du mal à un Américain, nous viendrons vous chercher. » Eh bien, sauf, comment s'appelle-t-il déjà? Gonzalo Lira, le journaliste américano-péruvien, qui a été assassiné par les Ukrainiens. Oh, tout le monde s'en fiche de lui parce qu'il disait la vérité. Sauf pour des gens comme lui et d'autres comme lui, on s'en moque. Ceux-là ne sont pas de vrais Geeks pour nous. Oh, et les travailleurs que nous venons de déposer. Tu parles de Gonzalo Lira. Lira. Gonzalo Lira, merci. Je suis nul avec les noms. Oui, Gonzalo Lira. J'ai regardé plus d'un de ses reportages, des choses vraiment critiques. Je veux dire, il risquait sa vie, non? Au moins, il a eu la bonne idée de faire sortir sa femme et son enfant d'Ukraine avant que tout tourne mal pour lui. Mais oui, donc tu vois combien de personnes figurent sur la liste des meurtres ciblés qui sont des citoyens américains, laquelle, soit dit en passant, est enregistrée à Langley, en Virginie, juste à côté de la CIA. Ah, tu sais, des travailleurs américains qu'on n'a même pas pris la peine d'évacuer d'Arabie saoudite et d'autres endroits, eh bien, sauf s'ils sont assez riches pour se payer leur propre avion privé. Tant pis, débrouillez-vous du mieux que vous pouvez. Payez vos impôts, c'est la saison des impôts, payez vos impôts et survivez du mieux que vous pouvez. Donc oui, je veux dire, voilà l'hypocrisie du gouvernement qui est à Washington, ou du régime qui est à Washington. Mais regarde, il y a 2000 soldats américains en Irak sur 3 bases. Ils sont constamment sous le feu. Ils sont assiégés. Ils reçoivent des tirs d'artillerie. Their Notre ambassade en Irak est immense. enormous.
normal. Oh, je sais. They- Ils frappent tout en Irak. It's enormous, but when it runs out of fuel, C'est food, énorme, ammunition, toujours énorme. it's still C'est tout enormous. simplement It's not indéfendable. uh, Ou quand ils n'auront plus de nourriture et que les milices seront partout et que ces deux postes au nord se feront attaquer aussi. Je n'ai pas vu de convoi de secours arriver. Et toi? Non. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire quand leurs munitions seront épuisées, quand leur nourriture et leur eau seront à court. On peut dire qu'ils sont fichus, laissés à l'abandon. Peut-être qu'ils espèrent que la guerre sera finie avant d'en arriver là. Je veux dire, c'est bien d'avoir ce genre d'espoir. Mais tu sais, l'espoir meurt en dernier. C'est ce que disent tous les Russes. Mais il faut être prêt à faire sortir ces gens avant qu'ils ne manquent de nourriture et de tout le reste. Et tu t'es trompé. Tu sais, 4 jours, pas 17. Combien de nourriture et de provisions leur reste-t-il? 2 semaines de plus peut-être. Si cela dure 2 mois, que fais-tu? Leurs munitions tiendront-elles aussi longtemps? Il y a beaucoup de questions là. 2000 types que tu as simplement laissés là, livrés à eux-mêmes. Et dans la zone verte, tu as raison, il y a aussi famille. Alors, tu vois, Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. La plupart de ces gens n'ont rien à voir avec ce que fait Donald Trump. Ce sont simplement de bonnes personnes. Quelqu'un qui sert simplement le pays, qui n'a rien à voir avec ce que Donald Trump et Netanyahu ont en tête. C'est incroyable. ils ont tout fait raison. Maintenant, imaginez scène de scènes si l'Unissime verte était submergée. Ouais, Tu sais, ils ont été laissés là à se débrouiller. Eh bien, ils n'ont pas été évacués, parce que si ça avait été le cas, tout le monde aurait su que quelque chose allait frapper. Alors ils ont simplement été laissés là, abandonnés. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire de ça. Enfin, je sais ce qu'ils devraient faire, mais savoir s'ils vont le faire ou non. Eh bien, tu vois, je parlais avec Greeter il y a 10 jours. Il a dit non, ils feront entrer un convoi blindé avec une couverture aérienne pour les sortir de là. C'était il y a 10-11 jours. Je ne sais pas s'ils vont le faire. Je veux dire, ils ont un convoi blindé. Il faut qu'ils le mettent en place rapidement. J'imagine qu'ils pourraient passer par la Syrie, à travers le régime d'Al-Jolani, dans cette direction. Mais il faut quand même que tu t'organises. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Je suis presque sûr que les Kurdes de la base américaine, dans le Kurdistan irakien, ne seront pas vraiment ravis de laisser partir les Américains. Ils pourraient les massacrer, parce que les Kurdes ont été trahis par Trump et Al-Jolani, et que les Turcs ont été autorisés à massacrer les Kurdes en Syrie et au Kurdistan. Donc, c'est juste à côté des cousins, neveux, frères, sœurs de ces types. Ils doivent être assoiffés de vengeance en ce moment. Je ne sais pas. Franchement, c'est une catastrophe. Je ne sais pas à quel point ils ont réfléchi à tout ça. C'est un désastre total. oui, merci. Merci Stanislav d'être avec nous aujourd'hui. Toujours un plaisir, comme toujours. Peut-être qu'un jour, on parlera d'arc-en-ciel, de papillons, et tu sais, de la tarte de maman, ou d'un truc du genre. Oui, quelque chose de plus joyeux que ces sujets. Examen. On se verra. À bientôt. Merci.